Jordan, je crois que je suis devenu riche. Tu peux développer? J'ai reçu un mail bourré de faux orthographes d'un prince saoudien qui me dit passe-moi tes coordonnées bancaires et je te passe 1 million d'euros. Alors c'est une arnaque, David. Mais comment ça, c'est une arnaque? Ok, il y a des faux orthographes, mais tu sais, de nos jours, c'est dur d'écrire des mails. Moi, je lui fais confiance. Alors ce que tu subis, c'est du phishing. Mais aujourd'hui, on n'est pas seul pour en parler. On est avec Monsieur Sacco. Et est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors bonjour à tous, moi c'est Roland Sacco, enseignant ici à la HEG dans la filière IG. Je suis en charge des cours de sécurité informatique, réseau et puis le semestre passé du cours de programmation Java. Alors je suis un ancien étudiant de la HEG, j'ai terminé en 2011. Entre-temps, j'ai travaillé chez Kaspersky ces 8 dernières années, donc j'étais chercheur en sécurité informatique offensive. Donc mon travail consistait à attaquer des appareils embarqués, essentiellement, que ce soit des véhicules, des équipements industriels, des objets connectés de la vie de tous les jours. Et puis le but étant d'identifier des failles de sécurité qui permettaient soit de compromettre l'appareil à distance, retrouver des informations sensibles ou prendre le contrôle. Et avertir les fabricants à l'aide de rapports qui puissent les aider à corriger ces failles avant que d'autres acteurs mal intentionnés les utilisent pour des fins autres que les nôtres. Et puis, j'étais aussi en charge de donner des formations techniques à des développeurs, des chercheurs en sécurité ou autres. J'ai également travaillé chez Deloitte en tant que consultant, ainsi que chez Kudelski Security, qui se trouve à Lausanne. Et voilà, me voici. Alors du coup, comme vous pouvez l'entendre, on va parler de phishing aujourd'hui. Et David, je te laisse poser la première question à Monsieur Sacco. Alors, notre première question est quelle a été votre première expérience vis-à-vis du phishing et surtout, est-ce que vous êtes déjà tombé dans le piège? Alors, oui. Alors, c'est assez intéressant parce que je suis tombé dans le phishing assez jeune. Je suis tombé dans l'informatique assez jeune aussi, dans la sécurité informatique assez jeune aussi. Ok. Donc, on va dire que à l'époque, alors, je pense que c'est peut-être pas de votre temps, on utilisait une plateforme qui s'appelait Caramel. Ah oui, Ok, je oui. connais, ouais. Ah, vous connaissez, ok, Ouais. d'accord. Alors, Caramel, c'était assez intéressant. C'était une sorte de forum géant avec des salons répartis par thème. On pouvait avoir des conversations privées d'une personne à une autre. Et puis, on avait tendance à traîner un peu là-dessus, discuter. C'était un peu les prémices du web, des réseaux sociaux, même si ce n'était pas appelé encore des réseaux sociaux. Et moi, j'aimais bien traîner sur les forums un peu informatiques, hacking, etc. Il y avait des gens qui étaient capables de kicker des utilisateurs de groupes de chat, de Caramel tout court. Donc ils avaient des super pouvoirs. Alors je m'étais toujours demandé comment est-ce qu'ils arrivaient à faire ce genre de choses. Donc je me suis adressé à un de ces types qui était dans le groupe de hacking. Donc ça s'appelait piratage, etc., etc. Et je lui pose la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour devenir super utilisateur, pour pouvoir kicker des gens, etc. Et il me dit, attends, je te donne un lien, tu vas dessus, tu te connectes avec ton Caramel. Ok, Donc d'accord. c'était un truc du genre caramel.fr.xy, je sais plus, enfin une extension. Alors vous doutez bien que, alors je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir moins de 10 ans peut-être. Si je me trompe pas, ou peut-être un peu plus, enfin bref. Et donc je vais dessus, la page c'est Caramel pour moi, c'est la même page, c'est le même login, tout va bien. Je me connecte dessus et j'arrive sur le chat avec la personne qui m'avait donné cette information. Et la première chose qu'il m'envoie, c'est mon mot de passe. Et je me dis, mais alors là, il y a un petit problème. Déjà, On voit le truc arriver quand même. déjà, j'ai pas accès à des super pouvoirs, je peux pas kicker des gens. Et en plus, il y a un type que je connais de nulle part, à qui j'ai adressé la parole pendant peut-être 5-10 minutes, qui a mon mot de passe. Je me dis, mais... Alors après, il se trouve qu'il était assez sympa. Il m'a expliqué plus ou moins ce qu'il avait fait. Il m'a expliqué qu'il avait simplement créé un site qui ressemblait à Caramel et qu'au moment où j'avais entré mes informations, il les avait reçues puis il m'avait redirigé vers Caramel. Alors je pense que lui, c'était... parce qu'il y a vraiment différents types de personnes qui font du hacking, entre guillemets. Il y a des gens qui aiment ça juste pour, dans l'esprit de faire des pranks, ce qui était mon cas. Mais on va dire qu'avec Caramel, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à voler.
À part, Ok. parce que créer un compte, c'était pas vraiment lié avec une adresse email. Et puis, créer un compte, on pouvait en faire un autre et un autre et un autre sans limite. Donc, avoir accès à mon caramel, c'était pas vraiment très critique. Donc, je pense qu'il a fait ça pour s'amuser. Puis après, il m'a dit simplement qu'il avait ce qu'il avait fait. J'ai trouvé super intéressant. Et puis, c'est un des facteurs qui m'a poussé à approfondir un peu plus dans Ah, ok. l'informatique. Ah, du coup, vous êtes fait piéger et vous êtes rentré un peu dans ce monde. Mais ce qui est cool, c'est qu'il l'a fait aussi un peu à titre. Peut-être c'était un prank, mais ça a donné un petit côté aussi un peu éducatif, un peu, j'ai l'impression. Oui. Après, c'était surtout une question d'ego, je pense, Ouais, pour lui. ouais. Ouais, c'est sûr. Mais j'aime bien le côté, il a fait le piège, mais il a comme expliqué comment le faire. Ouais, T'es au cas où. Oui, c'est pas Tu mal, sais, c'est c'est un petit tutoriel. Alors j'ai mis un petit site internet, t'as mis ton login, tu t'es fait avoir. Ouais, mais Non, au moins, il était sympa. C'était intéressant surtout. Parce que de nos jours, Ouais. tu chopes un email ou il y a un mot de passe, vachement dans une sauce quoi. Ouais. Alors oui, alors de nos jours, le truc, c'est que avoir accès à un compte de nos jours, ça donne beaucoup plus de possibilités qu'à l'époque avec un site comme Caramel. Avec Caramel, à part aller parler à des amis de la personne et puis raconter tout et n'importe quoi, on n'a pas accès à des systèmes de paiement, on n'a pas accès... Par exemple, si vous avez accès à mon Facebook, vous pouvez potentiellement avoir accès à d'autres plateformes pour lesquelles j'utilise le Facebook Login, par exemple. Mhm. Google, pareil, il y a des plateformes avec lesquelles j'utilise Google. Vous pouvez peut-être avoir accès à des systèmes de paiement, vous n'avez pas avoir accès à d'autres choses, usurpement d'identité, pardon. Alors que là, c'était pas vraiment. C'est clair que c'était assez sympa qu'il m'explique. Donc après, c'était son trophée de dire voilà, Ouais. c'est moi qui j'ai réussi à faire ça. Voilà, moi je suis. Mais voilà, donc c'était assez intéressant. Alors j'étais quand même très intéressé par le hacking à l'époque, avant ça, mais j'avais pas du tout de connaissances ni de réseau, ni de programmation, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne un petit peu à programmer, un petit peu à comprendre ce que c'est des réseaux dans les grandes lignes. Et puis, Mhm. Mais du coup, en fait, on peut revenir un peu à la deuxième question qu'on souhaite vous poser. C'est, voilà, dans votre cas, ça a été, disons, pas bienveillant, mais dans le sens, ça n'avait pas eu trop de conséquences. Oui. Mais justement, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver pour une personne comme David et moi, complètement lambda, et aussi pour une multinationale ou une start-up ou qu'importe? Alors, que ce soit pour des individus ou des entreprises de taille variable, que ce soit une start-up avec 3 collaborateurs, une multinationale avec 140 000 employés, alors ça dépend toujours de l'intention de l'acteur malveillant, on va l'appeler comme ça, ou l'attaquant. Alors, la première raison qui pousse les gens à faire ce genre d'activité, c'est des raisons financières, évidemment. Donc, que ce soit une entreprise ou un individu, on risque d'avoir des pertes financières. Donc, si on a un individu comme vous et moi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si vous avez accès à un login qui permet d'effectuer des transactions financières, par exemple mon compte Google qui permet de se connecter peut-être à mon PayPal ou d'autres types de plateformes, vous pouvez vider mon compte, ou alors en tout cas employer une grande partie de mon compte bancaire. Il y a aussi le vol d'identité, qui, ça effectivement... alors on revient toujours à des objectifs financiers, parce que le vol d'identité en soi, ça nous permet de faire un certain nombre de choses, mais une des motivations essentielles des gens, de manière générale, c'est pouvoir faire faire peut-être, je sais pas, un emprunt bancaire, se faire passer pour une autre personne pour obtenir des avantages ou d'autres choses. Après, le vol d'informations tout court, accès à des données privées, des secrets, etc., c'est aussi une motivation pour les attaquants. Donc ouais, on risque de perdre, on risque de perdre pas mal de choses. Ouais. Ok. On parle de phishing, mais de nos jours, c'est plus la seule attaque. Maintenant, il y a différents dérivés, tels que le phishing, qui consiste à utiliser une IA. Enfin, une IA va imiter la voix d'une personne. Par exemple, je prends la voix de la maman à Jordan et je passe un appel, je lui demande « Ouais, passe-moi 500 francs, s'il te plaît ». On a aussi le smishing, qui consiste à envoyer des SMS, tels que le fameux colis à la poste qu'on n'a jamais reçu, ou plutôt qu'on doit donner nos informations afin de le recevoir. Mais j'ai l'impression que le second cas est l'un des cas les plus propagés, en tout cas en Suisse. Je sais que moi, je reçois des dizaines de messages pour me dire que j'ai un colis à la poste, alors que Pouic. Alors qu'il n'y a absolument rien. Oui, oui. Mais le dernier dérivé, c'est le spear phishing. Est-ce que tu veux bien le présenter, Jordan ? Alors, le spear phishing, alors vous pouvez me corriger si je fais une erreur, bien évidemment. Bien sûr.
Le spear phishing, c'est de l'anglicisme, hein, du coup, spear, et qui veut dire lance. Et justement, on va souvent se renseigner sur une personne en particulier. Et justement, ces personnes, c'est souvent des gros poissons, tels que des CEO ou des directeurs de grandes entreprises. Et on va du coup se renseigner pour pouvoir faire le phishing le plus optimisé possible à cette personne. Du coup, on va récolter certaines informations sur l'historique de recherche, sur ce qu'il fait dans la vie, etc. Et créer le phishing parfait pour pouvoir le piéger. Par exemple, Jordan est fan du club de Servette. Moi, je vais faire du spear phishing en attaquant ses hobbies. Donc, je vais envoyer un mail en disant oui, on a 2 places gratuites à vous faire gagner si vous donnez vos informations. Et c'est ça le but du spear phishing, c'est récolter un maximum d'informations afin de pouvoir mieux attaquer. Par exemple, là, c'était un hobby, mais ça peut être autre chose. Mais c'est vraiment tout un processus de préparation avant d'attaquer. Mais surtout, par exemple, tu as parlé du phishing et le phishing peut, avec l'IA maintenant, commence à s'implanter plus facilement. Et c'est une question qu'on aimerait vous poser. À l'heure actuelle, l'IA fait un bond gigantesque. Et on aimerait savoir justement qu'est-ce qui facilite les cybercriminels avec l'IA. Qu'est-ce que l'IA leur permet de faire avec le phishing, qui est l'attaque la plus classique, on va dire. Alors, il y a plein de choses, alors à différents niveaux. Déjà, comme vous l'avez mentionné pour le phishing, pouvoir usurper l'identité d'une personne en se faisant passer, en imitant sa voix, on va dire, avec le deepfake et plein d'autres choses, on arrive, si on a suffisamment d'extraits de voix, on arrive à imiter une voix de manière quasi parfaite. Aussi, dans les attaques, dans la rédaction de mails de phishing, on arrive à être beaucoup plus efficient parce qu'on arrive à faire des mails qui sont assez cohérents, sans trop d'efforts, plutôt que de devoir les rédiger à la main, avoir des idées, entre guillemets, de scénarios de phishing. Et après, si on se passe plutôt à l'aspect technique, alors souvent le phishing, c'est un vecteur d'attaque hyper intéressant, donc c'est une porte d'entrée. Parce que le phishing en soi, c'est juste un vecteur qui permet de transporter la suite, on va dire. Et la suite, ça peut être un malware, ça peut être un logiciel malveillant. Développer un logiciel malveillant, alors maintenant, le modèle économique des malwares, il a un petit peu changé. Par exemple, si on parle des ransomware, donc c'est le logiciel qui vous crypte vos données et qui vous demande un mot de passe que vous devez payer par une transaction Bitcoin ou autre. Si vous regardez il y a quelques années, donc il y a déjà un petit moment maintenant, vous avez des gens qui développaient des malwares, qui les propageaient et qui ensuite géraient la partie infrastructure, recevoir les paiements, etc. Et depuis quelques années, ce modèle-là, il a bougé. Vous avez des ransomware as a service. Ça veut dire que plutôt que de créer vous-même votre ransomware, vous allez vous inscrire sur une plateforme. La plateforme va vous générer un ransomware avec un compte. Et du coup, ce ransomware qui sera propagé, les paiements, etc., sont gérés par la plateforme. Donc, on vous fournit un service. Mais c'est complètement lunaire. Donc maintenant, exactement. Donc maintenant, ces gens-là qui développent ces malwares, ils se préoccupent que de la partie technique. Ils développent le malware, l'infrastructure qui va avec, le fait de pouvoir retrouver la clé, envoyer la clé à la personne une fois qu'elle a payé, etc. Elle vous donne clé en main, la solution. Vous payez ce que vous avez payé, soit en abonnement, soit à la commission. Et après, c'est vous qui gérez. Ils prennent leur part. Et puis, donc voilà. Et justement, disons que pour développer un malware avec l'IA, donc je pense que vous l'avez vu, quand vous codez, que vous utilisez de l'IA, ça vous aide pas mal pour développer des choses. Oui, c'est sûr. Et puis, surtout, les malwares, maintenant, il y en a tellement que on peut faire un mix d'un malware existant avec, si on a un bout de code de malware et puis on veut faire une variante avec l'IA, c'est pas forcément hyper compliqué, alors suivant le niveau de sophistication qu'on voudrait avoir, mais ça peut aider dans le développement du malware lui-même aussi. Je trouve ça quand même assez drôle que demain je peux commander un malware pour piéger Jordan. Ah, mais c'est dingue, hein, C'est vraiment bonjour, je peux avoir un malware préfet juste pour attaquer mon pote. Moi je trouve ça super drôle. Mais... C'est dingue, hein, ça permet des dingueries, quoi. Mais vous avez mentionné le ransomware avant. Est-ce que vous avez des conseils pour tout ce qui est éviter de se faire avoir par le phishing, et surtout, si on se fait avoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, déjà, ce qu'il faut éviter de manière générale, alors les pièces jointes, ça, c'est classique. Vous recevez un mail avec une pièce jointe. Si vous ne connaissez pas le destinataire,
enfin le destinataire, la personne qui vous a envoyé, et que vous avez le moindre doute, déjà, il faut faire un petit peu attention. Alors, soit vous le scannez avant, soit vous... Alors après, vous avez, suivant ce que vous utilisez comme service de mail, le scan, il est fait automatiquement. Par exemple, sur Gmail, il y a un scan qui est fait. Et puis, à la HEG, par exemple, aussi, les mails que vous recevez, ils sont filtrés d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a déjà ça. Après, aussi faire attention parce que dans un mail de phishing, alors peu importe, que ce soit du phishing classique ou autre, il y a toujours une notion d'urgence. Du coup, on veut que vous pensiez qu'il faut le faire tout de suite. Par exemple, quand vous recevez un mail d'un président, soi-disant, qui vous propose 1 milliard, parce qu'évidemment, vous avez le bon nom de famille, il y a toujours une notion, on vous fait comprendre que si vous n'agissez pas dans les 7 jours, 24 heures, La pression, 2 heures, exactement, ouais. vous perdez tout. Toute chance de recevoir ce bénéfice-là. Et puis, justement, c'est cette pression-là qui pousse les gens à aller vite et à ne pas réfléchir. Ah ouais. Et se précipiter. Mais alors après, il y a une chose, c'est que vous avez probablement remarqué que, vous l'avez mentionné au début d'ailleurs, les mails de phishing, vous avez souvent des fautes d'orthographe dedans. Que ce soit faute d'orthographe, même faute directement de l'adresse mail, avec des caractères en plus qui n'ont rien à voir. Ouais. Oui, alors le contenu qui contient des fautes, alors, il y a plusieurs raisons. Parce que de nos jours, faire un mail sans faute d'orthographe, c'est hyper facile. Je veux dire, surtout avec l'IA maintenant, Exactement, avec c'est Google ça, Translate, avec les services qui corrigent les fautes. Surtout que les fautes, elles sont souvent grossières. Alors, soit ça peut être pour éviter les filtres, parce que les filtres à spam, elles se focus sur le contenu, donc sur des patterns de phrases, etc. Et s'il y a des fautes d'orthographe grossières, ça peut faire en sorte que ce ne soit pas reconnu comme tel. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi un filtre. Parce que, alors, si on se regarde, entre nous, si vous recevez un mail de Microsoft aujourd'hui, qui tombe à pic parce que vous avez un compte Microsoft, et tout est parfait, vous voyez la moindre faute d'orthographe, poubelle. Poubelle. Ah ouais, oui, c'est évident. Alors que si une personne reçoit ce même mail qui a une faute d'orthographe et que malgré tout, elle rentre dans le jeu, c'est que c'est un bon client. Parce que vous allez vous en rendre compte au bout d'un moment. Quand on va vous demander un Western Union ou un PayPal, vous allez dire non. Du coup, ils auraient perdu tout ce temps avec vous. Alors qu'une personne qui n'aura pas fait attention à cette faute d'orthographe, c'est un bon client parce que voilà. C'est un bon triage, c'est pour trier le bon poisson. Lui il a mordu, on peut aller plus loin. Ouais, c'est exactement ça. Et vous pouvez faire le test. Enfin, disons que ces mails-là, ils sont pas vraiment efficaces, on va dire, dans la totalité. Si vous regardez les mails, ils sont vraiment hyper grossiers. C'est-à-dire, vous recevez un mail qui vous propose de vous donner 1 milliard. Oui, ça c'est grossier. C'est grossier, mais sur le volume, parce qu'ils envoient ça à des millions de personnes, si ça touche 0,1% des gens qui ont reçu le mail, c'est largement suffisant. Prenez 500 francs par-ci, 1000 francs par-là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, ça te fait piéger. Est-ce qu'on peut vraiment contrer? Dans le sens, demain, je crée mon propre petit malware et je piège Jordan. Je prends tous ces identifiants. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose ou il est fini? Alors, je pense déjà, une des premières choses à faire, c'est déjà pas être dans le déni. Alors, pas ignorer ce qui s'est passé, pas se dire bon, je me suis fait avoir, tant pis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, alors si vous êtes dans le contexte d'une entreprise, vous êtes un employé, vous travaillez dans une banque, vous travaillez peu importe, vous faites avoir sur votre lieu de travail, là, encore plus, il faut aller voir l'IT. Parce que, ou si un service de sécurité informatique, il faut les avertir parce qu'il se peut que votre machine ait été compromise d'une façon ou d'une autre, et puis que ça soit un vecteur qui permette de transmettre l'infection plus loin. Et puis c'est important qu'ils soient au courant et qu'ils fassent quelque chose. Après, pour vous personnellement, changez vos mots de passe, etc. Ça, c'est une chose à faire tout de suite. Ok. À partir du moment où vous vous rendez compte, je veux dire, surtout de nos jours où il y a un certain nombre de personnes qui utilisent les mêmes mots de passe un peu partout. Donc, si vous avez un mot de passe qui est découvert par une personne,
le premier réflexe, ce sera d'aller tester ailleurs. Ouais, c'est la porte d'entrée à tous les autres comptes. Ouais, c'est ça. Oui, et puis d'ailleurs, il y a un type d'attaque, j'ai un blanc, j'ai oublié le nom, mais par exemple, vous parliez du spear phishing. Mhm. Alors, spear phishing, c'est assez intéressant parce que c'est beaucoup plus ciblé. Alors, c'est pas forcément une personne avec un haut profil, Ouais, si on s'adresse à une entreprise, mais c'est, disons, la cible la plus simple à avoir, qui exactement. permet d'avoir le plus de bénéfices. Vous allez regarder sur les réseaux sociaux, les gens ils vont peut-être se plaindre de leur sur Instagram, ah mon laptop du boulot il marche, il fonctionne jamais. J'ai toujours ce pop-up qui arrive, l'IT m'appelle toujours pour me demander de se connecter là-bas. Mhm. Vous dites ah ok, elle a l'habitude d'avoir l'IT qui l'appelle pour tel type de problème. Vous faites passer pour l'IT, vous l'appelez et boum. Euh, alors où est-ce que je veux en venir déjà? Je me suis perdu dans mon fil, mais euh, Le spear phishing, etc. oui. D'avant. Euh, Bon, allez, continuons un petit peu et puis ça me reviendra. Oh, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout maintenant, c'est enfin, on arrive quasiment bientôt à la fin. Oui. En fait, est-ce qu'on peut dire aussi du coup que le phishing reste encore une grande menace dans le monde actuel, surtout avec l'aide des IA, etc. Est-ce que c'est toujours un danger? Alors oui, d'ailleurs c'est un des vecteurs d'attaque les plus utilisés, que ce soit dans les attaques vraiment ciblées à haut profil, on va dire, ou dans des attaques simples, enfin, sur du gros volume indiscriminé, voilà, comme quand vous regardez vos mails dans le spam. Vous voyez des centaines de mails qui ont ni queue ni tête avec des offres de millions de dollars. Ouais. Ça marche tout le temps. Et parce que, évidemment, on a ce fantasme quand on regarde les films des hackers qui sont dans leur coin avec 45 écrans en train de taper sur leur clavier pour essayer d'entrer dans une entreprise. Au final, il faut aller au plus simple. Dans le point de vue d'un attaquant, c'est pas forcément les attaques les plus techniques qui ont le plus d'impact. Mhm. Si vous regardez l'attaque de ce jeune-là qui a attaqué, qui a réussi à obtenir le code source de GTA. Ah oui, de GTA évidemment, 6. ouais. Alors ça, c'était... alors je sais pas si c'était le code source, c'était une partie du jeu déjà compilée, mais c'était pas vraiment des attaques techniques qu'il a utilisées. Mhm. Mais voilà, c'est un vecteur d'attaque hyper intéressant pour les attaquants. Et puis, là, je voulais en venir tout à l'heure. Oui, voilà. Donc là, par exemple, vous vous renseignez sur une personne. Moi, je sais que vous êtes fan de golf. Et puis, vous êtes vraiment fan inconditionnel, et puis, inconditionnel, pardon. Et ce que je peux faire, je crée un site internet et je dis les amis du golf de la HOG ou de HESSO, par exemple. Et puis, je vous propose je vous envoie un mail, je vous propose de créer un compte. Je dis voilà, si vous créez un compte, vous avez accès au nouveau terrain de golf qui va ouvrir en 2026. Et puis, vous faites partie des 10 premiers, donc vous aurez accès à ci, ça. Vous dites, vous avez précipité, créer un compte. Et puis, je vous laisse créer votre compte. Imaginons que votre mot de passe, vous utilisez le même mot de passe partout. Je vais me dire peut-être que lui, il utilise ce même mot de passe partout. Donc, je laisse mettre son mot de passe. Évidemment, je le stocke en clair, comme ça j'ai accès. Et puis, une fois qu'il a créé son compte, j'essaie son mot de passe sur toutes les plateformes sur lesquelles il est inscrit et boum. Ah bah oui, c'est évident. Techniquement, c'est pas très compliqué. Surtout que maintenant, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire de popper un site comme ça, Internet, Oui, c'est sûr. en 3 secondes. Donc, c'est vraiment pas des attaques très compliquées. Donc, c'est vrai que c'est un vecteur d'attaque hyper intéressant pour les attaquants. Mhm. Et du coup, est-ce que tu as encore une question, David ou... Bah, moi, j'ai plus de questions. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission, mais avant ça, je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est dit pendant l'interview. Du coup, on a pu le constater, le phishing, ça reste une méthode relativement simple d'exécution, mais elle peut faire des dégâts relativement conséquents, que ce soit des dégâts financiers ou des dégâts émotionnels envers les personnes. Mais pour ça, il faut pouvoir s'en prévenir, c'est-à-dire faire attention aux expéditeurs de mails, de SMS maintenant, et bien sûr, ne pas ouvrir les pièces jointes douteuses et faire attention aux QR codes qu'on scanne dans la rue. Et en cas de problème, première chose à faire, c'est de changer de mot de passe. Et pour les personnes qui sont en entreprise, allez voir directement l'IT qui va pouvoir vous aider à régler ce problème.
Et du coup, David, t'as toujours envie de contacter ce prince saoudien? Bah, je suis un peu déçu, mais de ce que je comprends, c'est une arnaque. Du coup, bah, je pense que je vais pas y répondre, hein. Oh, tu vas devenir riche un jour, t'inquiète pas. Merci encore, merci beaucoup. C'est rien.